Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV, les titres. La lutte contre l'essence de contrebande aura un visage humain, a déclaré le préfet du littoral, Modeste Toboula. Vous suivrez ce que certains Béninois en pensent dans ce journal. Le gouvernement a décidé de mettre fin au système de communication décrété à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, la normocommunication. Que pensent les citoyens de cette nouvelle stratégie du gouvernement? Nous en parlerons dans ce journal. Côte d'Ivoire, grave inondation suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. Bilan, 15 personnes tuées, a annoncé mardi le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre pour vous informer. La communauté internationale a célébré ce mardi la 18e journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique du sang très répandue dans les zones tropicales de la planète. Et selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes seraient touchés par cette anomalie des globules rouges. Je vous invite à suivre à présent le docteur Daniel Korono qui nous parle de cette maladie et des moyens de sa prévention. Il est au micro de Horacia Djodji et Fiacre Voiton. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui est caractérisée par la production de l'hémoglobine, d'une hémoglobine qu'on appelle hémoglobine S. C'est une hémoglobine mal formée. Contrairement à l'hémoglobine d'un sujet normal, qui est normal, l'hémoglobine S est mal formée. Et l'hémoglobine est une protéine qui permet le transport de l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux cellules. Mais notons que ceux qui sont AS ne sont pas malades, ne font pas la maladie drépanocytaire. On les appelle plutôt les porteurs de traits. Ceux qui sont malades, c'est ceux qui portent les deux, SS, d'accord, ou SC, ou S bêta-thalassémique. Avant de faire un enfant, il faut que chaque partenaire connaisse son statut, aille faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors là, s'il y a des traits ou s'il y a la maladie, là, on pourra empêcher la naissance d'enfants drépanocytaires. Parce que dès que vous êtes AS, vous êtes normal, vous êtes sain, vous n'avez pas la maladie, mais vous pouvez transmettre le S à un enfant. Ainsi, si l'homme est AS, il peut transmettre le S à l'enfant. La mère aussi est AS, elle peut transmettre également le S à l'enfant. Et l'enfant deviendra ainsi SS et fera la maladie. Lorsque la maladie est déjà là, évitez la survenue des complications. Et pour éviter la survenue des complications, c'est d'abord se faire suivre par un médecin et de façon régulière. Et de suivre les conseils de ces médecins-là. Autre chose également, c'est une alimentation équilibrée. L'hygiène, quand on parle d'hygiène, il y a l'hygiène alimentaire. Avoir une alimentation équilibrée, manger sain, pas manger du n'importe quoi. Également, dans l'environnement, éliminer les flaques d'eau, éliminer les broussailles, pour éviter également la piqûre de moustiques. Il faut également éviter le stress. Trop de stress également peuvent déclencher la crise. Et il faut faire également d'activités, mais pas sportives, mais pas d'activités intenses. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement a décidé de mettre fin à la normocommunication, système de communication décrété à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. C'est par l'intermédiaire de son chargé de mission, Édouard Loko, qu'il a apporté la nouvelle aux concernés. Le chef de l'État nous a instruit pour vous dire que désormais, la parole est libérée. Vous avez l'obligation de communiquer autour de vos actions respectives à laisser entendre Édouard Loko. Que pensent les citoyens de cette nouvelle stratégie du gouvernement? Pourquoi maintenant et pour quel but? Et certains concitoyens se sont prononcés sur la question. Vous savez, en toute stratégie, il faut se réarmer. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans le secteur de la communication gouvernementale. Vous l'avez bien rappelé, au début, il y a une expression que nous n'avons pas bien cernée avec les initiateurs, la normocommunication. Mais il faut que le gouvernement prouve
il n'est pas un gouvernement de maquette. Ce régime a pris conscience cette fois-ci de corriger, n'est-ce pas, ces augures mésaventurières qui consistaient à parler de normocommunication, c'est-à-dire qu'en faisant beaucoup de retenues sur des actes quand même qu'ils étaient en train de poser. Je parle là sérieusement des réformes, n'est-ce pas, qui, dans notre pays, ne peuvent pas faire du mal au pays. Donc il faut en parler suffisamment, mais il faut exclure l'esprit propagandiste. Moi j'invite les cadres, n'est-ce pas, à rendre compte des réalisations de leurs projets, à dire la vérité au peuple. Mais je pense qu'il s'agit d'une communication fonctionnelle, développementaliste, pour permettre, n'est-ce pas, au peuple de voir qu'on n'est pas en train de l'endormir, de lui donner de l'opium, n'est-ce pas, comme le dirait l'écrivain Karl Marx, n'est-ce pas, dans Le Capital. Ce n'est pas l'opium du peuple, mais il faut que ça soit fonctionnel. Et de ce point de vue, les actions peuvent passer. Dans un premier temps, il y avait des réformes. Beaucoup de communication n'allait pas servir ces réformes. Ces réformes maintenant ont été mises en place, ont commencé par être mises en œuvre. Nous avons les élections législatives en vue. Il est important maintenant de communiquer et de bien communiquer afin que les populations puissent savoir, puissent être informées de ce qui a été fait. Au-delà de ça, le choix des personnes que le chef de mission du chef de l'État a rencontré, les préfets. Donc ceux qui sont avec les communautés, ceux qui sont dans l'administration décentralisée, parce que c'est ceux-là qui sont plus proches des populations. À la base, c'est ceux-là qui sont censés être plus proches des populations à la base. Donc ce choix également un choix stratégique pour exprimer clairement vers qui on veut que l'information aille. Que tout ceci répond bel et bien à une stratégie de communication bien ficelée par le gouvernement. La communication ira maintenant dans tous les sens. Il y aura communication et il y aura surabondance de communication. Il y aura communication, il y aura également contre-communication. Oui, nous allons passer à une étape de propagande. Il ne faut pas s'en étonner. Il ne faut pas croire qu'il faut faire quelque chose pour éviter cela. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement en fera abondamment. C'est de la même manière, la société civile en fera pour alerter à la veille. Mais au même moment, vous verrez également l'opposition au régime en place également va communiquer et communiquera en abondance. La lutte contre l'essence de contrebande aura un visage humain. Les choses ne se passeront pas comme pour le déguerpissement des espaces publics. Ce sont là des propos de Modeste Toboula, préfet du littoral, après le vote du nouveau code pénal qui punit la vente de l'essence de contrebande. Les Béninois ont donné leur avis à ce propos au micro de Horacia Djodji et Romaric Devouchi. Si Toboula s'est apaisé, c'est parce qu'il a vite compris, ou bien le gouvernement a vite compris qu'il ne faut pas aller avec brutalité. Tout doux, le gouvernement peut les amener à faire comme eux ils veulent, mais en essayant de les organiser, en craignant aussi des stations, des petites stations. Si on peut les associer à la gestion de ces stations-là, et ils sauront que ça va leur donner quelque chose à la fin de chaque mois ou bien à la fin de chaque trimestre, ils pourront avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Si nous voyons même dans les zones reculées, dans les zones frontalières, côté Nigeria, moi je vois que c'est un commerce vraiment qui est vraiment beaucoup plus reculant là-bas. Bon, s'il pouvait avoir quand même de manière telle douce, telle que l'a dit, pour pouvoir les ramener, soit amener encore autre forme d'organisation dans ce domaine, ce serait encore bien. Oui. Par exemple, maintenant, si nous prenons le cas de Porte-Nouveau, maintenant, nous voyons que vraiment, il y a pas mal de jeunes, même des bonnes dames, des parents, bon, des vieux, même des vieilles, qui font ce commerce. Et ça, c'est à base de cela, ils se nourrissent. Seulement s'ils peuvent voir dans quelle mesure vraiment essayer de les ramener, soit de créer même autre chose sur ce plan-là, sincèrement, ce serait bien. La pluie douce ou la pluie dure, c'est pas bien. Regardez le monsieur qui part là-bas. S'il décide d'arrêter, bon,
c'est grave. C'est grave. Les gens vont commencer par voler. Certaines personnes volent auparavant. Mais avec ça, avec l'essence payeur, ils ont arrêté de faire ça. La béninoiserie, vous connaissez tous cette notion de maître Robert Dossou. Dans l'opinion, cette expression est le symbole de la négativité. Elle rassemble plutôt tous les mauvais comportements, la mesquinerie et la méchanceté des citoyens béninois. Mais un peuple peut-il se définir seulement par la négativité? Non, répond le professeur Victor Tokpanou. Et contre la béninoiserie, il oppose la béninitude, un concept qui vante les valeurs du peuple béninois et la fierté de ses concitoyens. Il nous parle davantage de cette notion au micro de Fréjus Serlan et Damien Pedro. La béninoiserie, c'était quoi? C'est une espèce de morosité. On met dans la tête de plusieurs générations, de toutes les générations, que nous sommes mauvais. C'est quand même extraordinaire qu'un peuple en arrive à penser qu'il n'est que mauvais. Ça n'existe nulle part. Je me suis dit, mais non, on va quand même pas laisser ce peuple aller à la mort, au suicide collectif. Il faudra lui redonner une raison de vivre. En fait, c'est ça le concept. La béninitude, dans mon esprit, est fondée sur 3 piliers. Vous savez que symboliquement, 3, c'est quand même le symbole de l'équilibre. Et le premier pilier, c'est ce que j'appelle la joie de vivre à la béninoise et que je considère comme étant une espèce de carpe diem à la béninoise. Carpe diem, c'est la joie de vivre. Et ça, on le remarque en permanence au Bénin, notamment tous les week-ends. Les baptêmes, les communions, on a toujours l'occasion d'exploser, de se sentir heureux. C'est une réalité incontestable, la joie de vivre à la béninoise. Il y a des peuples, vous allez là-bas, vous les voyez en permanence, ils sont dans le métro avec la mine renfrognée, en permanence, du lundi au dimanche. Ici, on a ça comme différence. Deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la source illimitée de connaissances que constitue notre culture. Nous avons dans notre culture une source illimitée de connaissances et qu'on n'a même pas encore fini d'exploiter. Que ce soit ce que le professeur Paulin Rontondi appelle les savoirs endogènes, qui sont susceptibles à la fois de faire du bien comme de faire du mal, comme d'ailleurs tous les savoirs. Et nous avons des connaissances dont malheureusement parfois on se sait beaucoup plus pour faire du mal que du bien, mais mettons-nous ensemble, engageons un débat public, et nous trouverons la solution. Nous avons plein de ressources en nous-mêmes pour assurer notre modernité. Troisièmement, c'est ce que j'appelle la réussite collective et individuelle des Béninois. Qu'on le veuille ou non, collectivement, nous avons fait la preuve de beaucoup de choses. Nous avons été les premiers à faire notre conférence nationale pour faire le passage entre la dictature vers la démocratie. Vous vous souvenez sans doute de la formule d'Albert Tévédré. Nous avons vaincu la fatalité. C'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on était mort. Et ensuite, il ne tient qu'à voir les Béninois à l'étranger. C'est des histoires de réussite collective. Vous avez un scientifique en France qu'on appelle Naoum, qui est très avancé dans la robotique appliquée à la médecine. Vous avez Angélique Kidjo, vous avez plein de grands noms qui font la fierté du Bénin. Nous avons quand même des motifs de fierté et il faut de temps en temps le rappeler plutôt que laisser l'opinion sombrer dans le désespoir généralisé. Comme m'a proposé un compatriote sur les réseaux sociaux, la formule béninois est fier de l'être. En fait, c'est ça le concept. Il est fondé donc sur 3 piliers et il a pour objet surtout de lutter contre une morosité ambiante véhiculée depuis plusieurs années par un concept totalement péjoratif qu'est la béninoiserie. Plus que quelques semaines et les examens de fin d'année scolaire 2017-2018 auront lieu. Comment se passent les derniers moments dans les établissements publics dans le département de l'Ouémé? Amen Didier Ronkwenoudi et Romari Devauchy sont descendus sur le terrain pour le constat que je vous invite à suivre.
Une année scolaire prorogée par les responsables en charge du système éducatif au Bénin en raison des perturbations dues aux grèves qui ont duré environ 3 mois cette année. À la reprise des cours au mois d'avril dernier, le constat laisse beaucoup à désirer dans nos établissements publics car le niveau des apprenants a considérablement chuté. Les élèves sont restés à la maison pendant 3 mois. C'est à croire que c'est une nouvelle rentrée scolaire. La BPE, on vient de finir la première évaluation du deuxième semestre et on dit encore dans une semaine maintenant la seconde évaluation. Tout le monde sait que ça là c'est un plagiat. Dans toutes les directions départementales, ils ont demandé de finir le programme. Donc chacun fait de son mieux pour pouvoir finir le programme. Un constat fait et qui ne saurait laisser le corps enseignant insensible. C'est le cas au lycée Béanzin de Porto-Novo. Les élèves essaient de revenir à la norme afin de démarrer. Ils n'ont pas encore démarré puisque après les premières évaluations rapidement faites, nous avons corrigé les copies et nous avons fait le compte rendu. Et immédiatement, nous, en tant qu'enseignants de la maison, on s'est concerté en animateur d'établissement et nous avons pris des décisions afin de les accompagner, surtout ceux qui sont en classe d'examen, afin d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous sommes en train de faire des rotations dans les salles de classe parce que nous avons cherché des stratégies pour finir correctement le programme afin de commencer déjà les révisions avec nos enfants candidats aux divers examens. Si les élèves suivent ce que disent les professeurs dans ces différentes classes-là, ils vont quand même tirer leur épingle du jeu. Par contre, au collège d'enseignement général d'Ekpé, le constat n'est pas le même car les vacataires sont plus nombreux que les permanents et ici, les grèves n'ont pas agi sur le niveau des cours. L'impact n'est pas aussi grand qu'on peut le penser, mais les enfants quand même s'en sortent. Lorsque nous prenons les résultats du premier semestre, ce n'est pas mal. Par exemple, au CG 1 Ekpé, nous avons au moins 50%. Conscient de ce niveau faible engendré par les débrayages et surtout pour évoluer dans les programmes, l'administration du lycée Béanzin à Porto-Novo a pris des dispositions avec les professeurs. Les collègues se sont mis au travail, aussi bien les vacataires que les permanents que nous avons. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nos apprenants soient quand même bien encadrés. Le corps d'encadrement, face à cette situation-là, s'est réuni. Les CP, sous les yeux des inspecteurs, ils ont sorti un calendrier réaménagé des activités pédagogiques pour le reste de l'année. Et nous suivons de près ce qui se fait au niveau des ateliers pour le respect scrupuleux de ce calendrier réaménagé, pour que dans un délai raisonnable, les programmes puissent être achevés et qu'on puisse procéder à des séances de révision avec les enfants avant qu'ils ne partent pour les examens. Pour les classes d'examen, les examens blancs sont prévus cette semaine pour jauger le niveau des apprenants avant les examens du mois de juillet. Il faut dire qu'il y a des séances de révision qui sont également prévues avec les professeurs pour mieux préparer ces apprenants candidats au baccalauréat et au brevet d'études du premier cycle BPC. Je pense que normalement, à 1 mois de chaque examen, les programmes doivent être terminés. Et nous allons utiliser le reste pour les séances de révision avec les enfants. Les examens blancs sont également programmés du 18 au 22, uniquement pour les classes d'examen. Au collège d'enseignement général d'Ekpé, il est prévu aussi une organisation pratique pour mieux aguerrir les candidats aux différents examens de fin d'année. Nous avons chez nous ce que nous appelons les DTL, c'est-à-dire les devoirs en temps limité, que nous faisons subir aux enfants chaque semaine parce qu'ils ont suspendu les séances de TD. Et nous surveillons rigoureusement ces DTL qui permettent aux enfants quand même de mieux s'évaluer. Tout compte fait, le temps presse et seuls les apprenants qui s'adonnent et suivent bien ces séances tireront leur épingle du jeu. Un reportage de Amen Didier Rumpenoudi, Aristide Setti et Romaric de Vauchy. Ce journal se poursuit. 35 ministres respectivement de la santé et des TIC et d'autres experts de ces domaines sont à Cotonou
dans le cadre de la deuxième conférence internationale sur la sécurité des soins en Afrique. Les travaux officiellement démarrés ce mardi prennent fin vendredi. Le thème au cœur de ce colloque est l'apport des technologies numériques dans la gestion des risques et de la sécurité des soins en Afrique. Quel enjeu pour la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical? Fréjus Serroulan et Fréjus Fursi pour les réponses. L'apport des technologies du numérique dans la gouvernance des systèmes de santé et le développement du tourisme médical en Afrique. Quels enjeux sur la gestion des risques et la sécurité des patients? C'est le thème de cette deuxième édition de la conférence internationale des ministres de la Santé et de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique, CIMSA 2018. Cette conférence qui rassemble à Cotonou d'éminents scientifiques et chercheurs s'inscrit dans un contexte mondial. Il est aujourd'hui reconnu que les technologies de l'information et de la communication ont un fort potentiel pour faciliter et améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi médical. De nombreuses innovations technologiques ont émergé et permettent une pratique médicale améliorée, telles que la consultation médicale à distance, l'analyse des données médicales, la transmission d'informations à distance, etc. Ainsi, des résultats précis sont attendus des travaux de la CIMSA 2018 en faveur de la e-santé. Au terme de nos travaux, nous devons obtenir le profil de la situation de la sécurité des patients et de la gestion du risque et de la maturité numérique dans les établissements de santé dans l'espace CEDEAO. Les bases stratégiques de la mise en place d'un observatoire régional de veille stratégique et de développement des technologies du numérique dans le secteur de la santé, la déclaration sur l'amélioration de la sécurité des patients en milieu de soins et la cybersanté en Afrique, des recommandations sur les stratégies pour l'amélioration de la sécurité des patients et la transformation numérique du secteur de la santé en Afrique. La CIMSA 2018 vise entre autres à contribuer à la mise en place de stratégies opérationnelles de développement des technologies numériques dans les établissements de santé. Le mariage TIC et santé promet donc un bel avenir pour la qualité et la sécurité des soins en Afrique. J'en veux pour preuve le lancement réussi en 2014 du projet M-Diabète au Sénégal dans le cadre de l'initiative BLFB Mobile, qui comptait en fin 2017 plus de 120 000 inscrits dans sa base de données. Le projet M-Cancer du col de l'utérus, lancé en Zambie en 2016, suit la même lancée avec plus de 200 000 et 250 000 femmes inscrites en 2017. Le Bénin qui vient d'élaborer sa stratégie de cybersanté peut déjà compter sur ses talents dans ce domaine, a insinué le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a ouvert la CIMSA 2018. Une de nos compatriotes, Ariel Aranso, une jeune béninoise qui était déjà célébrée à Paris il y a quelques semaines, est la fondatrice de Kia Medicals, une start-up qui conserve les dossiers médicaux des patients pour leur permettre d'être plus facilement pris en charge dans tous les hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant inviter les hommes et les femmes du monde scientifique et de la recherche qui ont effectué le déplacement ici à Cotonou à l'action. Par vos réflexions, consolidez les nombreux appels des organisations internationales de la santé et du numérique en vue de réaliser un changement de paradigme dans l'offre de soins de santé aux populations africaines. La CIMSA 2018 récompensera aussi des talents, des développeurs d'applications digitales dans le secteur de la e-santé au niveau de notre sous-région. En été actualité, 15 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan dans la nuit, a annoncé mardi le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité. D'autre part, 115 personnes ont été secourues par les sapeurs, pompiers, militaires et la marine nationale, a indiqué à la presse le ministre, sans préciser s'il y a des blessés. Des postes médicaux avancés ont été mis en place, a-t-il ajouté. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à 2,50 m dans des maisons, selon des témoignages d'habitants relatés par le ministre, qui a fait état des dégâts matériels particulièrement importants.
Le héros malien Mamadou Gassama qui a sauvé un enfant d'une chute d'un immeuble parisien est reçu à Bamako par le président malien qui l'a félicité pour cet acte de bravoure. Remise d'un document provisoire avant son titre de séjour à Mamadou Gassama, le jeune malien sans papier devenu célèbre en sauvant la vie d'un enfant à Paris a reçu mardi le récépissé régularisant sa situation, première étape avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron. Écoutons les réactions du héros malien et celles du président Keïta. Vraiment, merci tout le monde pour rencontrer le président de Mali. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, beaucoup plaisir, voilà. Les jours que j'ai fait le boulot, il m'a appelé, il m'a soutenu, voilà. Après ça, bon, il m'a invité de venir ici. Voilà, là, je suis venu, merci. Bon, on a bien parlé, bon, il a dit le boulot que j'ai fait. Il m'a félicité. J'ai dit, ah non, tu as su au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul pouvait faire la décision. Tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers. Au Mali, où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré que les autorités sont prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte après la découverte de fosses communes dans le centre du pays, alors qu'il reçoit à Bamako des membres d'associations de défense des droits de l'homme. Écoutons ici Ibrahim Boubacar Keïta. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rebâtir nos forces armées pour en faire une armée qui serait ignorante du droit humanitaire de la guerre, du droit humanitaire des conflits. Ce serait un recul fabuleux. Dieu ne plaît. Et aussi la violence intercommunautaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément le centre du Mali, qui crée beaucoup, au cours desquels il y a évidemment beaucoup de violations des droits humains. Et donc nous l'avons interpellé par rapport à ça. Et aussi le problème de justice, d'accès à la justice par rapport à toutes les violations qu'il y a eu en 2012, notamment les crimes sexuels perpétrés contre des femmes et des filles, que nous cessons de dénoncer. Nous avons des cas qui sont, des centaines de cas qui sont devant les juridictions et il n'y a eu aucune justice rendue à nos jours, de 2012 à nos jours. Donc c'est là en fait le plus gros message que nous avions pour le chef de l'État. Le Sénégal a sauvé l'honneur africain dans le mondial 2018 en battant la Pologne 2-1 ce mardi à Moscou pour la première journée du groupe H après les défaites de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie. C'est la journée des surprises dans ce groupe annoncé comme l'un des plus incertains de la compétition puisque la Colombie, rapidement réduite à 10, a perdu contre le Japon 2-1 en début d'après-midi. Réaction des supporters sénégalais après la première victoire africaine dans un match au Mondial 2018. Je pense que c'est la première victoire d'une équipe africaine. Je peux dire que ce n'est pas seulement une victoire sénégalaise, mais une victoire pour toute l'Afrique. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très fier d'être sénégalais, aussi très fier d'être africain. Et je pense que les autres matchs aussi seront pareils et nous allons gagner. Tous les jours ont donné le meilleur de leur-même et on est content de tous les 23 joueurs parce que nous on n'a pas seulement 2 meilleurs joueurs mais on a 23 meilleurs joueurs. Ouais. On espère gagner la coupe cette année. Ouais. Voilà, je suis vraiment heureuse de savoir que mon pays a déjà vraiment franchi une petite étape pour le dire comme ça. Donc on attend la suite et on aimerait vraiment qu'on aille jusqu'à la fin. Si alors que le Maroc s'est incliné cet après-midi lors de son deuxième match de la deuxième journée de la Coupe du Monde face au Portugal, 1-0. Avant de clôturer cette édition, les États-Unis se sont retirés ce mardi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Une décision aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui
fait des droits de l'homme un sujet de moquerie, a lancé devant la presse à Washington Madame l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de Eden TV.